Mesdames, Messieurs, bonsoir une fois de plus. Merci et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Notre émission ce soir, l'Ombongi Show, va vous emmener aux portes de la ville de Kayi avec l'ancienne candidate au municipal en septembre 2014, Madame Léocadie Mireille Pindi, qui est notre invitée ce soir. Léocadie Mireille Pindi, bonsoir. Bonsoir, c'est moi, Koso. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui suis honorée d'avoir été invitée. Merci. Avec vous, on va passer des moments importants, surtout deux grands moments dans cette émission. D'abord, on parlera d'actualité, l'actualité du Congo, et ensuite, avec vous, nous aborderons votre projet politique, puisqu'il faut le dire, aujourd'hui, vous êtes la première femme candidate, tête de liste à la mairie de Kayi. Aujourd'hui, vous n'avez pas arrêté votre combat politique, notamment pour les populations de cette ville que vous voulez représenter dans les années à venir. Pour parler de l'avenir, c'est d'abord l'éducation. Il y a quelques jours, le bac congolais a été annulé. D'ici le 7, ce bac va être repris. Quel est votre sentiment déjà sur ce bac qui a été annulé? C'est vrai que l'éducation nationale est un pilier, une institution, l'avenir de toute une nation. Et un tel scandale, tel que ça s'est passé au Congo, devient forcément l'affaire de tout un peuple. Et tout le monde est forcément interpellé. Alors, tout le monde a vu effectivement qu'il y a eu des sujets qui ont été publiés sur le net avant le jour de l'examen. Les questions qu'il faut se poser, c'est Makoso, c'est d'où sont partis, on va dire, ou d'où est partie la fuite? Qui a été l'auteur de cette photographie? Comment cela s'est passé? Le directeur des examens et concours a été arrêté. Mais était-il le seul à être, on va dire, responsable? Le ministre de l'Éducation, M. Elo Mampouya, s'est exprimé sur la question. À aucun moment, sa responsabilité n'a été mise en cause. À aucun moment, il n'a évoqué, il a demandé pardon aux élèves ou aux parents d'élèves. Alors, il faut tout de suite préciser aux personnes qui nous suivent que ce bac va être repris, puisque les candidats sont convoqués donc cette semaine, à partir du 7 juillet, afin de reprendre toutes les épreuves. Léocadie Mireille Pindi, est-ce que vous pensez que cela aurait pu être évité? Oui et non, Sir Makoso. Je pense que la fraude ne concerne pas seulement le pays, elle est présente partout dans le monde. Seulement, il faut prendre un certain nombre de mesures, un certain nombre de précautions pour que cela soit évité. Aujourd'hui, le personnel intervenant à quelque niveau de responsabilité que ce soit en matière d'examen, aussi bien dans l'élaboration des sujets qu'à l'envoi des sujets vers les différents centres, doivent normalement signer une déclaration sur l'honneur par laquelle ils attestent avoir pris connaissance de la charte de déontologie des examens et par laquelle ils s'engagent à en respecter les termes dans la limite de leur mission, notamment en matière de confidentialité. Ça, c'est important. Il faut qu'il y ait un protocole, un processus en matière de sécurité. En amont, par exemple, au niveau de l'élaboration des sujets, lors de l'impression des sujets, lors de la mise en sous pli, lors de la diffusion, la conservation et surtout lors de l'envoi dans les différents centres. Ça, c'est important. Mais en aval également, il faut interpeller le personnel surveillant. C'est une personne qui est majeure, une personne qui est clé, parce que c'est cette personne qui va faire en sorte que l'examen se déroule dans de bonnes conditions. C'est cette personne qui va éviter que les élèves, par exemple, aient accès à d'éventuels antisèches. Donc cette personne, en l'occurrence, doit peut-être être bien rémunérée pour éviter justement, on va dire, une tentative de corruption. Voilà un petit peu. Une charte déontologique que devrait signer le personnel chargé de préparer ou encore d'organiser les examens, c'est votre proposition en fait aujourd'hui pour assurer aux jeunes Congolais, notamment un examen sans fraude. Tout à fait. Moi, je pense que ce sont des mesures de sécurité, des mesures de précaution qui doivent être mises en place parce que cela se déroule partout comme ça, dans des sociétés organisées. Cela doit se faire pour éviter justement qu'on ait un tel événement, une annulation de bac qui n'est pas toujours facile à gérer, aussi bien pour le pays organisateur ou alors pour ceux qui subissent, donc des élèves ou même des parents par ricochet. Les jeunes, suite à cette annulation, ont saccagé des biens publics, sont sortis avec une certaine violence qui a été leur expression. On ne va pas faire le médecin après la mort, mais le bac a été annulé. Pensez aujourd'hui, même si l'examen va être repris, que c'est nécessaire en fait pour vous. Moi, je ne suis pas partisane de la violence en tant que telle, mais je pense que c'est peut-être une réponse
à une frustration, à certains mots, à certaines choses que les jeunes, notamment dans notre pays, vivent. Donc oui, je pense qu'il était nécessaire justement que ce bac soit annulé. Pourquoi? Pour donner justement les mêmes chances à tous les élèves. Et justement, cette annulation était donc nécessaire. Par contre, ce que je regrette un peu, c'est que cette annulation doit être quelque chose de prestigieux pour nous-mêmes, c'est-à-dire pour notre niveau d'études, pour notre université, et non pour la peur des candidatants ou le regard vis-à-vis de la communauté internationale, comme l'a évoqué Monsieur le ministre, parce que voilà, qu'il fallait qu'on annule le bac, parce que voilà, vous allez demain vous déplacer vers des universités étrangères et ils vont se rendre compte que voilà, dans votre pays, il y a eu ci, il y a eu ça. Je pense qu'il ne faut pas seulement penser à l'international, mais il faut penser à nous-mêmes. Cette annulation doit d'abord être notre prestige par rapport à notre niveau d'études, par rapport à notre université. Donc oui, cela était nécessaire qu'on l'annule. Donc un gouvernement responsable a annulé le bac, mais un gouvernement responsable aurait dû également prendre des mesures nécessaires et dans des situations controversées comme celle-là. Alors aujourd'hui, le Congo vit une situation controversée, c'est sur le plan politique. Le président de la République, il y a quelques jours, a convoqué un dialogue, mais bien avant ce dialogue, en fait, il avait déjà entamé des consultations, donc en demandant aux forces vives de la nation, les partis politiques, société civile, de pouvoir se rencontrer avec lui, discuter sur la vie de l'État et de la nation. Or, le FROCAL, qui est aujourd'hui la plateforme politique la plus importante de l'opposition, avait dit niet au président de la République. Est-ce que vous pensez qu'elle avait raison? Aujourd'hui aussi, le FROCAD semble reculer devant cet appel au dialogue lancé par le président. Est-ce que vous pensez que cette attitude est raisonnable? Alors, cette opposition a longtemps attendu un dialogue et finalement, à la place du dialogue, c'était des consultations qui leur étaient proposées. Donc, d'où un petit peu, on va dire, leur frustration. Selon justement cette même opposition, ces consultations ne sont que des arguties, ne sont que des ruses, ne sont que des manigances de la part du président pour justifier un éventuel changement de la Constitution aux yeux de la communauté internationale. Personnellement, je suis partagée. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la République a des us et coutumes, la République a des règles, et quand un chef d'État convie des leaders de partis politiques à participer à une discussion, la coutume veut également que ces leaders se rendent à cette discussion pour essayer de régler des problèmes de la nation. N'oublions quand même pas que le FROCAD est une organisation qui a été créée pour le bien des Congolais. Et donc y aller aurait été justement l'occasion pour cette opposition de rencontrer le président, de pouvoir dire au président leur mécontentement, de pouvoir dire au président ce qu'il pense de tout ce qui se passe, notamment au niveau de l'actualité nationale, de leur frustration, de leur colère, leur coup de gueule, et pourquoi pas justement leur volonté manifeste de dire non à un éventuel changement de la Constitution. Je pense que ça aurait été l'occasion. Alors, une occasion ratée à vous entendre, et pourtant, on sait aussi que ce rendez-vous a été raté par la diaspora, puisque officiellement, il n'y a pas eu grand monde de représentants de la diaspora là-bas à Brazzaville lors de ces consultations. On ne sait pas encore s'il y aura aussi d'autres représentants pour ce dialogue. Est-ce que déjà vous, on va faire un petit retour en arrière, si vous aviez été invité par le président de la République, seriez-vous allé? Oui, je serais allé. Pourquoi? Mais parce que cela aurait été l'occasion pour moi de pouvoir dire au président de la République ce qu'est réellement la vie de la nation et de l'État des Congolais au quotidien. Je serais allé pour dire au président qu'un peu plus, chaque jour, au niveau économique, le Congo ne va pas bien. Moi qui ai la chance justement de parcourir un petit peu le Congo profond, de voir des personnes honnêtes, des personnes cultivées, des personnes sérieuses, pouvoir manquer de quoi manger, de quoi envoyer leur enfant à l'école, de quoi se soigner. Oui, certainement que le président est au courant, mais je serais allé lui dire que d'entendre, mais de voir cela, c'est insoutenable, c'est très dur. Et surtout, je serais allé lui dire que aujourd'hui, il y a des Congolais de plus en plus qui n'arrivent pas à assouvir le premier palier de la pyramide de Maslow, à savoir manger, boire, se vêtir, travailler dans des conditions acceptables, percevoir un salaire. Donc oui, ça, ce sont des préoccupations que j'aurais eu envie de partager avec lui. Alors, aujourd'hui, il y a peut-être encore une occasion de partager des choses avec lui. Il a convoqué le 30 juin dernier
un dialogue en fait aujourd'hui. Les Congolais doivent se retrouver donc du 11 au 15 juillet du Congo-Brazzaville. Donc se tiendra ce fameux dialogue pour parler de l'État, de la vie de l'État et de la nation, avec deux questions principales en fait. Comment devrait-on organiser en mieux les scrutins à venir dans notre pays, c'est-à-dire la gouvernance électorale? Et enfin, fait-on oui ou non évoluer les institutions de la République? Si c'est oui, dans quel sens souhaite-t-on les faire évoluer? Et si c'est non, pourquoi? Et là, on parle du changement ou non de la Constitution. Comment vous retrouvez-vous déjà dans cette nouvelle actualité qui désormais préoccupe les politiques congolais? J'ai envie de dire que c'est presque une évidence. On s'y attendait. Après les consultations, un dialogue, et après, on a la suite pour les plus avertis. Je vais reprendre un monsieur que j'ai lu sur le net qui est assez pertinent. C'est M. Marcelin Kimao qui dit « Le dialogue doit se faire en permanence et au quotidien ». C'est ce l'on appelle la démocratie. Un dialogue à la veille de fin de mandature est tout simplement suspicieux et malvenu. J'espère que, voilà, il ne m'en voudra pas d'avoir pris son idée. En ce qui concerne la question de la gouvernance, eh ben, le Congo aurait pu peut-être se pencher sur cette question depuis longtemps. C'est-à-dire en début 2014, puisqu'il y a eu les élections municipales. Ces élections se sont déroulées avec un fichier qui est le même fichier qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde crie haut et fort qu'on veut que ce problème de gouvernance soit résolu. C'est très bien, mais effectivement, il fallait s'y prendre un peu plus tôt parce que alors là, le temps nous est imparti aujourd'hui. Il fallait faire un recensement de la population qui aurait permis d'avoir justement un fichier mis à jour, et surtout, on aurait peut-être pensé à un système biométrique comme cela s'est passé au Nigeria. Donc on aurait eu justement des élections fiables, en toute transparence et surtout dans les meilleures conditions, le cas échéant. Alors je ne sais pas comment vont se dérouler 2016 en termes d'élections, mais j'espère qu'on aura un fichier digne de ce nom. Tout est toujours possible parce que là, si on en fait une question d'État, on met les moyens d'État, je pense que cette question de gouvernance électorale peut être résolue assez rapidement. Voilà, la question de la gouvernance électorale résolue, c'est déjà une bonne chose, mais pourtant, derrière tout ce débat se trame la question de la Constitution. Changement ou non de la Constitution, vous constatez qu'aujourd'hui, les dangers se délient, tout le monde une partie de l'opinion est réservée, on parle surtout de polémique quand on évoque cette question, malgré le dialogue, malgré tout ce qui se fait aujourd'hui. Cette polémique autour de la Constitution, pour vous, ce serait quoi? Wow. Moi, je ne trempe pas dans la polémique, Sir Makosso, donc j'aurais du mal à vous répondre. Mais enfin. Non, mais plus sérieusement, cette polémique s'articule autour de 4 articles essentiellement. 4 articles des 191 articles que contient la Constitution congolaise. Il s'agit des articles 57, 58, 114 et 185. Donc, aujourd'hui, l'opposition congolaise souhaite que le statu quo soit préservé, alors que la majorité présidentielle représentée par le PCT pense que certains de ces articles doivent être modifiés. Alors, 2 articles contenus dans le titre 5 relatif au pouvoir exécutif, il s'agit des articles 57 et 58, qui posent problème aujourd'hui. Le premier lié à l'âge du président, le premier lié au nombre de mandats, le second à l'âge du président. 2 articles que la majorité présidentielle pense qu'il faut peut-être modifier. Ensuite, nous avons un article qui est pour moi un article phare, un article clé, celui qui permet aujourd'hui à la majorité présidentielle de légitimer leurs arguments. C'est devenu leur cheval de bataille. C'est celui-là qui permet d'affirmer qu'aujourd'hui, telle qu'elle est, la Constitution congolaise n'est plus acceptable. Pourquoi? Parce qu'elle pourrait induire une crise institutionnelle entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Il s'agit bien entendu de cet article 114 qui dit, je cite, « Le président de la République ne peut dissoudre l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale ne peut démettre le président de la République. » Cela suppose que si on s'en tient aux hypothèses des articles 57 et 58, c'est-à-dire au nombre de mandats, l'article 57 dit « Le président de la République est élu pour 7 ans au suffrage universel, rééligible une fois. » Et l'article 58 dit « Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République. » Donc c'est un alinéa qui fait
qui nous intéresse ici, s'il n'est âgé de 40 ans au moins et de 70 ans au plus. Donc si on s'en tient à ces deux hypothèses, eh ben, le prochain président qui sera élu en 2016 ne sera pas le président de la République actuelle. Pourquoi? Parce qu'il a déjà établi ses deux mandats. Et je ne pense pas que le président soit 68, 69, voire 70 ans. Il a au-delà. Donc dans la normalité des choses, ça ne sera pas lui. Et bien le prochain président qui sera élu donc en 2016 sera d'emblée confronté à une majorité parlementaire qui sera de l'opposition. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, eh ben, la plupart des députés que renferme l'Assemblée nationale sont du PCT. On a 139 députés à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, seulement 11 sont de l'opposition. Et en 2016, les 128 restants deviendront des opposants pour ce nouveau président. Donc, on aura un régime parlementaire à la différence d'aujourd'hui où il est présidentiel. Oui. Et dans ce cas-là, il y aura cohabitation. Le président de la République, à ce moment-là, ne pourra en aucun cas dissoudre l'Assemblée nationale. Il sera contraint de cohabiter avec cette Assemblée. Et la deuxième partie de cet article 114 dit l'Assemblée nationale ne peut démettre le président de la République. Cela veut tout simplement dire que les textes aujourd'hui donnent un hyper-pouvoir au président de la République. Aujourd'hui, le président de la République peut commettre une faute gravissime. Eh bien, l'Assemblée nationale ne pourra en aucun cas le relever de ses fonctions. Et c'est d'ailleurs à cet effet, je pense qu'il y a un ministre très médiatique qui a dit que le changement de la Constitution mettrait fin à l'hyper-présidence. Je pense qu'il faisait précisément allusion à cet article 114. Alors, vous avez évoqué cette éventuelle cohabitation qui poserait problème. On voit quand même dans d'autres pays, un peu comme en France, la cohabitation a permis parfois de renforcer les institutions. À votre avis, un président qui ne serait pas du PCT, avec cet article 114 ou cette cohabitation, est-il réellement un danger pour la République, le cas échéant? Non, je ne pense pas que l'article 114 soit un danger en tant que tel pour la République. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, depuis 2002, je ne pense pas que la République se soit portée mal. Et dans les vraies démocraties, l'article 114, une cohabitation éventuelle ne pose aucun problème. Nous avons vu dans un passé assez lointain, en France par exemple, le président Mitterrand a eu à cohabiter avec le président Jacques Chirac. Avec son premier ministre à l'époque, Jacques Chirac, et Jacques Chirac, une fois, à son tour, après dissolution de l'Assemblée nationale, et lui aussi, après que la gauche ait remporté la législature, a eu à cohabiter avec Lionel Jospin. Donc la gauche remportant la législature, Jacques Chirac de droite a cohabité naturellement avec Lionel Jospin. Je pense que dans ces conditions ou dans ces cas-là, il faut essayer de transcender les choses. Pourquoi? Parce qu'il faut que les intérêts personnels, les divergences politiques, les différences idéologiques soient mis de côté afin de privilégier la République et surtout le peuple. Donc pour moi, l'article 114 ne pose aucun problème. Alors il y a aussi, il faut le dire, dans ce débat, quelque chose qui tétanise certains, c'est ce qu'on appelle les fameux verrous. En fait, il y a 3 articles qui sont de verrous de cette Constitution, donc l'article 57, 58 et 125. Ce dernier serait le plus coriace. Pensez-vous qu'il est moyen de faire sauter en fait cet article 125? J'ai envie de dire avec un bon serrurier ou peut-être une dynamite. Non, plus sérieusement, oui, il y a moyen, il y a toujours moyen, avec des moyens peut-être peu orthodoxes, c'est-à-dire passer à travers les lois. Oui, l'article 185 dit dans sa première partie, l'initiative, on peut réviser la Constitution, que l'initiative de la révision de cette Constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres du Parlement. Or, on sait aujourd'hui que le Parlement, donc l'Assemblée nationale, est constituée en majorité de PCTistes. Donc aujourd'hui, les textes donnent un pouvoir légitime au président de la République de pouvoir instituer une procédure de révision de cette même Constitution. Donc cela lui donne ce droit-là. Et en parlant des verrous qu'on peut faire sauter, aujourd'hui, l'article 185 n'est porté d'aucune interdiction de révision.
on peut employer cette méthode peu orthodoxe, c'est-à-dire réviser un article révisable. Donc l'article 114. En le révisant, toutes les dispositions que cet article contient disparaîtront, notamment la forme républicaine, le caractère laïque de l'État et le fameux nombre de mandats du président. Donc oui, je pense qu'on peut, malheureusement, pour le peuple congolais peut-être, on peut, oui, passer à travers les mailles en révisant cet article et donc les dispositions qu'il contient disparaîtront avec lui. Toujours pour rester dans cette actualité de Kadimi Raipindi, le président de la République a convoqué un dialogue, il a signé un décret il y a quelques jours concernant exactement les membres de la commission préparatoire. Or, on s'est rendu compte, quand on parle de représentativité politique des femmes, ben, sur les 40, il n'y a que 5 femmes. Est-ce que vous pensez que là aussi, on pouvait faire un peu plus d'efforts? Oui, notamment quand le pays se retrouve comme ça à un carrefour. Bien sûr, parce que c'est vrai qu'une fois de plus, on se rend compte que dans notre société, les femmes sont toujours lésées. 5 femmes, à peine un peu plus, 10%. Et c'est vraiment quelque chose, un pourcentage insignifiant. Oui, les femmes doivent aujourd'hui être des actrices de la vie politique, de la société civile. Oui, elles doivent aujourd'hui être plus que jamais présentes. Donc c'est vrai qu'on aurait pu faire un effort, j'ai envie de dire surhumain, pour que les femmes se retrouvent un peu plus sur le terrain de la politique et surtout dans la prise de décision concernant le pays. Notamment en cette période où les choses sont quand même assez glissantes. Tout à fait, les choses sont en train de bouger et les femmes ne doivent pas être justement des laissées pour compte, mais bien entendu être des actrices et surtout des personnes sur qui on peut compter désormais. Voilà, là vous nous tendez une perche pour parler d'une femme actrice, une femme qui bouge, c'est bien vous, Léo Kadimi Raipindi. Vous avez été candidate au mois de septembre 2014 à la mairie de Kayi. Et il faut le dire aussi que vous êtes la première femme qui porte une liste, notamment pour gagner le siège de cette ville. Alors, votre projet politique, c'est maintenant ce deuxième moment qu'on va évoquer avec vous, Léo Kadimi Raipindi, dans ce Mbongi Show aujourd'hui. Très souvent, on soupçonne toujours les indépendants d'être peut-être derrière un grand parti. Vous vous assumez d'avoir été candidate pour vous-même et pour le peuple de Kayi. Pourquoi déjà participer à cette élection ? Bah, écoutez, ça. Alors déjà indépendante parce que je ne voyais pas vers qui me rallier. Ça, c'était important de garder, on va dire, cette indépendance et surtout cette liberté. Alors, pourquoi j'ai été candidate? Eh ben, je répondrai par cette boutade. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur la table afin qu'elle éclaire tout le monde. D'où le réel besoin de s'impliquer de façon effective dans ces élections municipales pour faire entendre non seulement une voix différente, mais aussi impulser une dynamique porteuse d'une volonté nouvelle. Nous avons voulu, les membres de ma liste électorale, dont certains sont adhérents à l'association Les Mains de l'Espoir, et moi-même, être au cœur de là où se prennent les décisions concernant la ville de Kayi. Pourquoi Kayi? Il faut me permettre la question, parce que vous auriez pu vous présenter à Oyo, à Tikapika ou à Boukli-Boali, mais vous avez choisi Kayi. Pourquoi? Alors, je vais vous répondre par cette pensée d'Ernest Renan que j'aime particulièrement, qui dit: ce qui constitue une nation, ce n'est pas de parler la même langue ou d'appartenir à un groupe ethnographique commun, c'est d'avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l'avenir. Cette pensée explique mon choix. Alors, vous allez me pardonner parce que c'est vrai qu'il n'est pas toujours très courtois ou élégant de parler de soi et de ses parents, mais je vais un petit peu parler de mes parents et vous comprendrez mieux peut-être les raisons de mon choix. Mon père est arrivé pour des raisons professionnelles dans la ville de Kayi. Il s'y est installé, il a aimé cette ville, il a aimé la ville de Kayi, il a énormément donné à la ville de Kayi. Il a été ce qu'on appelle un bienfaiteur dans la ville de Kayi. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans cette ville, de la gare à Simou-Dignari, Samuel Pindi est connu. Ce monsieur a soigné gratuitement les habitants de la ville de Kayi, surtout les plus défavorisés. Et ça a marqué les esprits. Aujourd'hui encore, quand je suis allé en Kayi, on me le rappelle. Donc voilà un petit peu. Il a fait énormément de choses. Il a refusé le cumul de mandat parce qu'à un moment il a été député, mais il a été pendant près de 2 décennies conseiller à la mairie de Kayi. Et en même temps, donc il a été président aussi des parents, l'association des parents d'élèves dans la ville de Kayi. Il a fait énormément beaucoup de choses. Il a adopté des enfants, il a soigné gratuitement des malades. Il a toujours été très actif. Alors, ça, c'est la première raison. Et puis, il y a une autre raison. Moi, j'ai une très belle histoire avec la ville de Kayi, puisque je suis née un 26 mai à l'époque où cette ville s'appelait encore Jacob. Donc, j'aurais pu naître
à Boko, à Bunji, à Oyo, à Kinkala, à Sibiti, que j'aurais eu le même élan de solidarité. J'ai commencé ma scolarité dans cette ville, la maternelle Jardin d'enfants, l'école primaire 15 août, avant de venir poursuivre l'école primaire en France. Donc j'ai toute une histoire avec cette ville, d'où peut-être mon choix. Alors, d'où votre choix. Nous comprenons bien cette ode en Kaï, mais on peut se poser des questions légitimement parce que vous êtes président d'une association. Comment conciliez-vous une association humanitaire avec une ambition politique? Il n'y a rien de plus noble que de servir, surtout quand on le fait avec dévouement et dévotion. J'ai donné de ma personne en ma qualité de chargé d'affaires culturelles au sein de l'Association des Congolais du Grand Lyon, sous la présidence de Cédric Pindi, avec bien des compatriotes. Et d'ailleurs, Cédric a réussi à mettre en place une passerelle de cohésion entre les Congolais du Rhône. Et d'ailleurs, Ziana TV a été témoin de certaines actions qui ont pu être menées à cette époque et qui continuent d'être menées sous la présidence de Servé Gamona et toute son équipe. Par là, je veux dire que je suis persuadée qu'en chacun de nous, à l'image de la parabole des talents, dispose d'une touche particulière qui peut changer le cours d'une rencontre, le cours d'un destin, l'avenir d'une ville et pourquoi pas d'un pays. Et à mon humble avis, me lancer sur le terrain de l'action politique était ma façon d'apporter mon expérience avec un petit E et surtout m'orienter vers d'autres alternatives que celles qui ont été exploitées jusqu'à présent et qui se sont avérées infructueuses. Donc c'était ma façon à moi de m'impliquer de façon effective en combinant association et politique. Alors il faut dire que cet engagement est un échec pour vous. Essayons de rêver avec vous. Si vous avez été élu, qu'auriez-vous fait de mieux que ce qui se fait actuellement ou ce qui s'est déjà fait pour cette ville? Alors, il y a beaucoup de choses que j'aurais pu faire, bien entendu, oui. Vous avez raison de dire de rêver, parce que c'est vrai qu'on se projette un petit peu et pourquoi pas pour une prochaine fois. Il y a beaucoup de choses que les mains de l'espoir peuvent apporter à la ville de Nkaï. Son objet en tant que tel est déjà un apport incontestable, j'ai envie de dire. Non, c'est surtout les réalisations bien que timides, que les mains de l'espoir a eues, sont un apport aujourd'hui incontestable. Nous n'avons pas la prétention d'être mieux que les autres. Mais par contre, nous ambitionnons de faire mieux que les autres et surtout de façon différente. Aujourd'hui, les mains de l'espoir peuvent apporter des idées nouvelles. Et ce n'est certainement pas en restant dans sa bulle à critique et critiquer à longueur de journée qu'on va avancer et faire des choses. Mais bien au contraire, sortir de cette bulle à critique, de ce cocon douillet et s'affronter avec les autres en termes d'idées. Si nous avions été élus, nous prévoyons une politique culturelle ambitieuse, c'est-à-dire une politique qui aurait eu pour un seul mot d'ordre un accès à la culture pour tous, avec une mise en place de structures appropriées destinées à l'animation culturelle pour les jeunes. On constate que les jeunes sont de plus en plus désœuvrés et ce désœuvrement ne peut laisser un homme politique digne de ce nom indifférent. Ce n'est pas possible. Donc il faut aujourd'hui que nous prenions nos jeunes en main et mettre des structures, des infrastructures appropriées pour eux afin que la culture, une fois de plus, soit valorisée parce qu'aujourd'hui, au Congo, j'ai envie de dire, elle est presque morte. Le Okadi Pindi, on voit très bien dans ce que vous faites et dans le projet politique qui est le vôtre. Aujourd'hui, vous êtes porté par une association humanitaire. Alors permettez que je pose deux questions. La première, est-ce que cette association n'a pas été créée dans le but de bénéficier soit des fonds publics, parce qu'en ce moment, l'environnement politique, on les fait en sorte que chacun peut créer une association pour tirer quelque chose. Et la deuxième question, comment arrivez-vous en fait à gérer, si vous me le permettez, ce côté humanitaire qui est nécessaire, avec des actions concrètes, le projet politique peut-être futur que vous envisagez pour cette ville? C'est une très belle question. Sir Makosso, c'est incroyable parce que la question d'argent revient toujours et c'est assez déstabilisant. Nous sommes en plus dans des sociétés où on n'aime pas parler d'argent. L'argent est toujours le bienvenu dans la vie d'une personne physique ou morale. Dans la Bible, il est écrit dans Matthieu 7, verset 7, « Demandez, l'on vous donnera ». Le Congo, qui est un pays riche, producteur de pétrole, arrive de temps en temps à aller emprunter de l'argent à des pays voisins. Les grands de ce monde, à l'image de Mère Teresa, l'abbé Pierre ou Sœur Emmanuel, qui ont eu pour idéaux le dépouillement et le bien-être de leurs prochains, ont eu besoin d'argent, de subventions, de dons
pour réaliser leurs actions et surtout accomplir leur destin. À plus forte raison, les mains de l'espoir. Je pense tout simplement qu'il n'y a rien de mauvais là-dedans, de demander de l'argent. Par contre, ce que je trouve aberrant et surtout impertinent, c'est de créer une association uniquement dans le but de bénéficier d'une subvention de l'État. Je suis une personne qui aime sa liberté et je ne voudrais pas être sous tutelle d'un organisme ou d'une entreprise en raison d'une subvention reçue. De plus, aujourd'hui, pour que la société civile joue pleinement son rôle, celle-ci doit être libre avant tout et non sous la fêlure d'un maître à penser. Aujourd'hui, nous avons des subventions, mais je n'ai pas créé cette association pour bénéficier d'une aide quelconque. Non, pas du tout. Je ne me sens pas concernée. Les mains de l'espoir ne se sentent pas concernées. Donc vous nous rassurez, là c'est la deuxième partie de ma question, en fait, que finalement, votre association ne nourrit pas en fait votre ambition politique. Pas du tout. Pas du tout. Quand je me suis présentée en tant que conseillère, c'était pas du tout, je n'ai pas engagé l'association en tant que telle. Bien au contraire. Je suis allée en individuel, mais c'est vrai que les gens savaient que j'étais présidente d'une association. Et aujourd'hui, mon association vit de subventions, d'aides venant d'organismes publics, d'entreprises de la société de la région Rhône-Alpes, à qui j'ai expliqué la pertinence de mon projet et ces personnes ont bien voulu me suivre, m'accompagner, bien qu'étant réticents par rapport aux destinations incontrôlables qui sont l'Afrique et autres. Mais aujourd'hui, ils me font confiance et j'espère que cette confiance va perdurer pour que je puisse faire encore de grandes choses. Alors, faire des grandes choses, c'est très bien. Donc, vous nous rassurez ce soir, Léocadie Miripindi, que vous n'avez pas créé votre association pour attendre des nguiris, comme on dit pudiquement chez les Congolais, mais surtout pour servir une ville qui est celle de Kayi. Je n'ai pas encore reçu de nguiri, M. Sirmakosso, mais ceci dit, si vous avez quelqu'un à me conseiller qui m'en donnerait, ça serait bien parce qu'il y a encore tellement de choses à faire au niveau de l'association. Et comme je dis, il n'y a rien d'aberrant, bien au contraire, cela fait partie du bon fonctionnement d'une société démocratique que d'avoir des subventions de la part de l'État. Donc moi, ça ne me dérange pas, bien au contraire, mais à condition que ce soit fait dans les normes et dans les règles et que ça ne soit pas pour mettre quelqu'un sous houlette, sous fêlure ou sous tutelle. Alors on a bien compris que vous gardez votre liberté, c'est une bonne chose. On en a besoin aujourd'hui dans cette démocratie congolaise qui avance. Alors on va revenir, si vous le permettez, sur cette élection, parce que ça a été une première pour vous. Comment êtes-vous rentré en fait? Qu'est-ce que vous avez gardé comme expérience? Parce qu'un premier combat comme celui-là, au milieu des mâles qui ont l'expérience, vous débarquez d'Europe pour une première candidature, on imagine quand même plein de choses. Quelle expérience avez-vous tiré de cette élection? Alors une très belle, une très bonne expérience, parce que c'est vrai que j'arrive, alors une toute petite dame qui crée une liste, mais dans cette liste finalement j'ai des personnes formidables qui sont prêtes à me suivre et qui me font confiance. J'ai des grands cadres de Saris, j'ai des grands frères, j'ai des grandes dames. Et donc, c'est tout simplement merveilleux. C'est une expérience excitante, c'est une expérience à garder dans les annales, pour moi, quelque chose à raconter plus tard. Cela m'a permis de faire mon analyse de comment se passent les élections au Congo, quels sont les codes à intégrer, quelles sont les choses à prendre en compte. Oui, tout ça, voilà, c'est quelque chose qu'aujourd'hui j'intègre mieux, que j'accepte mieux. L'échec en tant que tel ne doit pas être quelque chose qui vous paralyse ou vous tétanise. Bien au contraire, moi, cela m'a permis au contraire d'être comme un booster, comme un moteur qui m'a permis de redémarrer aujourd'hui et d'avancer. Et grâce à cette élection, grâce à cette campagne, l'association est désormais connue de Nkayi et des environs. Et les adhésions affluent un peu plus chaque jour. J'ai des personnes qui viennent même solliciter de l'aide et souhaitent rentrer dans le bureau de l'association afin d'apporter, on va dire, une aide conséquente et active. Donc je pense que non, cela n'a pas été un échec, j'ai envie de dire, négatif, parce que cela m'a permis, bien au contraire, de redémarrer, de découvrir des gens et surtout d'aller encore un peu plus au niveau des actions de l'association. Léocadie Miripindi, vous avez positivé votre échec, c'est tout à votre honneur. Il y a certains qui jetteraient l'éponge, vous, visiblement, non. Vous avez tenté la mairie, vous avez échoué. Il y a les députations en 2017. Serez-vous candidate? Oui, je pense que je le serai. Je serai candidate parce que
aussi étrange que cela puisse paraître, je suis plus confiante que jamais. Les gens d'Onkayi aujourd'hui me font énormément confiance. Grâce à cette campagne, l'association est désormais connue. Les gens viennent de plus en plus solliciter leur adhésion dans l'association. Et surtout, les gens d'Onkayi ne me voient plus seulement comme une femme qui vient solliciter des voix pour une élection municipale, mais bien au contraire une personne qui est avec eux et qui souhaite avancer avec eux. Et c'est surtout ça qu'ils gardent de moi. Donc je pense que c'est une belle chose, une belle image qu'ils ont de moi. Donc je souhaite effectivement ne pas les décevoir et garder leur confiance intacte. Donc oui, cette campagne pour moi, ou cette élection, a été quelque chose de positif finalement, qui est sorti de cet échec. Alors, vous avez décrit tout à l'heure en quelques mots l'un des aspects de votre projet politique pour la ville d'Onkayi, notamment l'ambition au niveau culture, l'accès à la culture pour tous les jeunes. Mais revenons dans le concret, Lokalima Pindi. Finalement, cette élection, si vous l'avez eue, concrètement, quels étaient les projets outre la culture? Si j'avais été élu, cela aurait été bien. Restons dans les si. Ça aurait été une belle chose et une bonne chose. Je pense que je n'aurais eu que des bons et beaux projets pour cette ville. J'aurais fait d'Onkayi une ville dans laquelle la santé, l'éducation, le travail, la salubrité soient des valeurs partagées par tous. J'aurais fait d'Onkayi une ville dans laquelle les hommes, à travers un travail, retrouveraient leur dignité auprès de leur famille. Une ville dans laquelle les hommes retrouveraient leur autorité paternelle auprès de leurs enfants. Une ville dans laquelle la femme aujourd'hui, Onkayi, habituée à des travaux champêtres de plus en plus rudes, aurait eu ses conditions de travail être améliorées et se serait émancipée à travers son travail des champs et aurait accédé à une autonomie financière. Le but de ma candidature Onkayi était aussi de moderniser certaines infrastructures et redonner à cette ville, on va dire, fleuron de l'industrie congolaise tombée en désuétude, son dynamisme économique d'antan et surtout lui redonner ses lettres de noblesse dans le panorama des villes du Congo. Ça aurait été mon projet pour la ville d'Onkayi. La santé, le social, la salubrité, les infrastructures, le projet culturel, tout ça aurait fait quelque chose de beau pour moi, mais surtout pour les populations d'Onkayi. Alors, les autres populations, notamment d'autres villes congolaises, vous envierez, vous chercherez sans doute à vous avoir comme future candidate ou comme future maire. J'aimerais rapidement évoquer avec vous au niveau national. On voit que vous voulez vous ancrer sur un territoire précis, mais pourtant, la nation a besoin de femmes engagées. Bien sûr, je l'espère. Bien sûr. On pourrait vous voir demain, sans doute, vous engager pour le Congo un peu plus. Ça dépend où. Je ne suis pas pour, comme on dit, figurer pour faire de la figuration. Non, moi je suis pour faire avancer les choses, être quelque part, qu'on puisse se dire, bah, cette personne a été là, comme j'ai évoqué le cas de mon père. Je suis fière aujourd'hui parce que mon père a été à l'origine de la route de Madingu Bokosongo. Oui, il a été député dans la Bouenza et il a marqué quelque chose, il a fait beaucoup de choses. Mais cette route, quand les gens la prennent, ils se souviennent d'un homme, Samuel Pindi. Donc oui, si je deviens actrice dans la vie politique congolaise, j'espère que ce sera à un endroit où le pouvoir me permettra de réaliser des choses de façon efficiente. Voilà, réaliser des choses de façon efficiente, je pense que les Congolais vous écoutent. Et maintenant, on va terminer cet entretien, Lokalima Pindi, par un exercice que nous faisons toujours. Vous avez une caméra en face de vous, vous allez la regarder et délivrer le message que vous avez pour les populations d'Onkayi, peut-être aussi pour les Congolais que vous suivent en ce moment. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir fait confiance lors de l'élection Onkayi. Aujourd'hui, mon rêve est d'avancer avec vous, de faire de grandes choses avec la population d'Onkayi et pourquoi pas peut-être un jour au niveau national. Le rêve est permis et le rêve doit se réaliser. Et c'est ça toute la beauté du rêve, c'est de le matérialiser. Et mon rêve serait que l'éducation nationale puisse retrouver ses lettres de noblesse. Parce que l'éducation nationale, c'est l'avenir d'un pays, c'est l'assurance vie de toute une nation. Et sur le plan culturel aussi, aujourd'hui, le Congo ne compte plus de cinéma, de musées, des choses. C'est vrai que c'est subsidiaire, me direz-vous, par rapport à l'éducation nationale, mais cela est important aussi parce que cela permet d'avoir une ouverture d'esprit et surtout que le Congo puisse retrouver
les usines qui avaient en Caï, Ulca, la MAB et toutes ces usines qui faisaient la beauté, la fierté de cette ville, je l'ai dit tout à l'heure, fleuron de l'industrie congolaise. Que le chômage soit résorbé un peu plus chaque jour. Donc j'espère pouvoir le faire un jour par un pouvoir que des élections municipales, législatives pourraient me conférer. Je vous remercie. Voilà, c'est sur ce rêve, doit-on dire, qui se réalise, qui se concrétise, que nous allons vous quitter. Léo Kadimari Pindi, merci. Merci Sir Makosso de m'avoir invité. Voilà, vous êtes ici chez vous. Jana TV vous accueillera le moment venu, dès que vous avez de bonnes nouvelles à nous apporter du côté d'un Caï. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Merci à Noko Kumunga Kosso d'avoir été à l'origine de ces images. Merci aussi à Dida Selinga qui a été en compagnie pour assurer la logistique. Merci à vous aussi qui nous suivez de là où vous êtes et aux hommes et aux femmes qui nous accompagnent dans ce projet. Vous qui nous accueillez du côté de l'Aulnay-sous-Bois. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.